Et il y a 6 ans, donc sur ce lit d'hôpital, je me suis dit, c'est le moment de faire le grand saut et sortir de ce petit univers et me lancer dans une nouvelle industrie, même si j'y connais rien, même si je suis en bas de l'échelle, même si j'ai pas d'argent de côté. Et donc voilà, j'ai lancé ces 2 boîtes avec beaucoup de difficultés au début, mais avec le travail, on y arrive toujours, hein. Alors, évidemment, ces 2 sociétés, je le disais, On-Off et Album, aujourd'hui, alors On-Off rencontre un gros succès, Ouais, c'est une vraie réussite technologique. Exactement. Pour rappeler, qui est basée dans les télécoms. Oui, rappelle-nous le On-Off, concept. c'est tout bête, c'est une application mobile qui permet d'avoir un 2e numéro de mobile en un clic sur son portable pour les particuliers ou les professionnels. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une 2e carte SIM, on télécharge On-Off et on prend un 06, ça coûte 3,50 € par mois. Et donc, sur cette boîte, j'ai réussi à lever 20 millions d'euros, à devenir opérateur télécom, à prendre des licences dans plein de pays. Là, maintenant, on est rentable, on va finir l'année justement autour de 20 millions de CA, on est 65 et on a une croissance vraiment géniale aussi sur le B2B. Donc ça, c'est un super succès, ouais. Voilà, et puis Album, donc... Alors, tout bébé, alors voilà. C'est le début, donc voilà, c'est comme On-Off 4 ans en arrière. Donc pour l'instant, c'est en mode commando, on fait la première levée de fonds, trouver le business model, craquer le truc. Mais là, je m'attaque à un sujet qui est assez universel, c'est que nous avons tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones et on n'a pas vraiment d'outils pour les partager parce qu'on les envoie aujourd'hui dans des conversations WhatsApp et ça se perd un peu dans la conversation et ça baisse la qualité. Donc je me suis dit, je vais simplement faire le WhatsApp de la photo, des albums collaboratifs entre amis. Donc vous faites un album pour vos amis, un album pour vos parents, pour vos collègues de bureau et vous donnez un accès différent à chaque personne. Voilà, donc l'appli, elle s'appelle Album et c'est ça. Voilà, et vous pouvez la télécharger. Ah oui, elle est gratuite, c'est un vrai réseau social d'albums collaboratifs. Voilà, à tester donc, et puis surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, parce que c'est ça aussi ta force, ta X, c'est que tu écoutes tous ceux qui utilisent tes... Bah c'est même indispensable, parce que... C'est peut-être ça aussi la révolution, c'est le fait de se dire, voilà, être complètement décomplexé par rapport à ce qu'on fait, écouter ce que disent les gens. Moi, je sais que ça fait quelques années qu'on se connaît. Souvent, tu me poses des questions. Souvent, tu me sensibilises sur de nouvelles fonctionnalités. Et tu fais ça avec beaucoup de monde, j'imagine. C'est aussi ça, la patte et la clé de la réussite de l'entrepreneuriat, à ton avis ? Je pense que oui, c'est 100% ça. Et je pense que le sport m'a beaucoup formé là-dessus parce qu'il n'y a pas d'orgueil personnel à trouver une idée ou quoi que ce soit. La seule réussite, c'est finalement le bout du chemin. Et donc, on tombe tout le temps dans le sport. On rate des milliers et des milliers de fois, mais il faut chaque fois apprendre quelque chose de cet échec et rebondir. Et en fait, dans une app comme ça, que ce soit dans les télécoms ou le réseau social, c'est impossible de connaître la formule magique dès le premier coup. Et même l'usage évolue avec l'évolution des peuples, etc. Donc si on n'est pas à l'écoute, ben voilà, on va aller dans un mur, hein, ça c'est certain. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le moment où tu as pivoté, comme on dit, c'est-à-dire le moment où tu as décidé d'arrêter ta carrière sportive pour te lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'idée, parce que ça va être le thème qu'on va développer avec Laurent. Comment trouver sa bonne idée ? Alors, déjà, comment tu l'as trouvé ton idée de On-Off, c'était il y a quelques années. Et puis 2, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour trouver la bonne idée ? Alors, j'ai totalement des conseils. J'ai même une formule magique par rapport à ça. En fait, j'arrivais dans un moment de ma vie, il y a 6 ans en arrière, c'était un moment où vraiment il fallait que je me réinvente. J'arrivais proche de la quarantaine, je m'occupe de mes parents au niveau financier depuis toutes ces années, j'avais pas d'argent de côté, les records, j'arrivais pas à les monter, j'étais sur le lit d'hôpital, donc c'était un moment vraiment où j'avais besoin de me réinventer. Juste une question, tu as gagné beaucoup d'argent quand tu étais sportif ? Pas beaucoup, je pense que les plus... pas beaucoup, tout est relatif, hein, mais mes parents avaient beaucoup de dettes quand j'ai démarré. Je crois que j'ai démarré, mes parents avaient 200 000 € de dettes. Mais je crois que les meilleures années, j'ai dû gagner 200 000 € et les moins bonnes, 20-30 000. Voilà, donc c'était, il y avait des années difficiles, mais je vivais avec les bonnes années. Oui, parce qu'on a toujours cette image de sportif de haut niveau qui brasse des millions. Non, c'était pas en tout cas, le roller, dans le roller, c'était pas ça. Alors même si tu as fait de sacrés coups médiatiques, hein, quand bien même. sûr, bien sûr. Non, mais j'ai bien vécu. Il y a pas de problème. Mais simplement, je n'ai pas pu finalement mettre de côté. Et vu que je m'occupe, comme je disais, de ma famille, c'était pas simple. Et donc, j'ai essayé quelques business pendant ma carrière de sportif, mais autour toujours de mon sport. Et là, il y a 6 ans... L'événementiel notamment. L'événementiel, le magasin de roller, produits dérivés, etc. Et je me suis dit, là, il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment que je démarre de zéro dans une nouvelle industrie, parce que je me rendais compte, je pouvais être le meilleur dans le roller, mais je gagnais évidemment moins bien que le millième footballeur. Et je me suis dit, dans le business, c'est pareil. Si je fabrique des skateparks pour les mairies, le nombre d'heures que je ferai au jour le jour sera le même que si je me lance dans les télécoms, finalement. Et donc, j'ai écrit sur ce lit d'hôpital une sorte de formule magique. Alors, sur ce lit d'hôpital, parce que tu as eu un accident. Voilà, j'avais la jambe cassée, rien de très très grave, mais c'était les ligaments. Et donc, cette formule magique, je me suis dit, vu que je n'ai pas d'idée, j'ai pas trouvé mon idée, je vais créer une sorte de charte pour
structurer mon idée et m'assurer que je sois sur des bonnes bases. Donc le premier point, j'ai écrit 8 points. Le premier point, c'est trouver la plus grande industrie au monde. En tout cas, choisir une des plus grandes industries au monde. C'est pour ça que je me suis dit télécom. Mais au moins, là, je suis sûr de ne pas me gourer. Deuxième point, ubériser cette industrie. Alors ce que je dis ubériser cette industrie, c'est-à-dire c'est comme on est le plus grand réseau de taxis au monde, mais on n'est pas propriétaire des taxis. Le plus grand, c'est Uber. Le plus grand réseau d'hôtels au monde, c'est Airbnb, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, si je choisis Télécom, il faut que je crée le plus grand opérateur au monde sans être propriétaire des actifs. Sans avoir les antennes, exactement. Etc. Donc les nouveaux géants ne sont pas les propriétaires des actifs. Bien sûr. Donc deuxième Parce point. que ça coûte une fortune. Exactement. Et même Facebook est le plus grand propriétaire de contenu au monde, mais ce n'est pas eux qui le fabriquent. À la différence d'un TF1, quand moi je faisais Danse avec les stars, TF1 devait mettre tous les caméramans et les payer. Vous voyez la différence. Troisième point, l'expérience utilisateur est roi. Il faut inventer quelque chose qui simplement soit plus beau pour les clients. Et plus simple d'utilisation. Si on améliore la vie des gens, ça va marcher. Quatrième point, être propriétaire de sa marque. J'avais des licences, comme je disais avant, j'avais la licence Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo. Quand j'ai perdu la licence Tony Parker, j'ai eu un grand trou dans mon chiffre d'affaires quand je faisais des produits dérivés. Donc je me suis dit pas deux fois. Oui, parce que là tu es dépendant en fait de la décision de quelqu'un. Exactement, d'une marque qui ne t'appartient pas. Donc il faut être propriétaire de sa marque. Il faut choisir une marque qui soit vendable de la même façon dans tous les pays. Quand j'avais l'image de Tony Parker, elle se vendait bien en France, mais elle ne se vendait pas bien au Japon. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais. Donc il faut un produit qui se vend de la même façon dans tous les pays. Sixième point, une distribution mondiale. Choisir un produit qui est distribuable dans tous les pays de la même façon. C'est pour ça que j'ai choisi des apps, parce que même si on donne 30% à Apple et Google, du jour au lendemain, on est dans tous les pays, traduit dans toutes les langues. Septième point, choisir un produit digital. Parce que même à 3h du matin, un dimanche soir, on pourra vendre des millions de forfaits. Alors que quand j'avais le magasin de patins, il fallait s'accrocher. Et 8e point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est facile à dire, mais plus... Voilà. Donc ces 8 points permettent de structurer son idée. Ça ne la permet pas de la trouver, mais à partir de là, on est sûr au moins d'être sur des bonnes bases. Laurent, c'est pas mal cette petite bible pour trouver la bonne idée, non ? Puisque c'est un peu la thématique de non mais complètement. Et puis mentalement, je me fais un peu la checklist. Et les 7 premiers points, Amazon les coche, donc on y aille, très bien. Le 8e, je m'interroge un petit peu, c'est intéressant. Quand tu dis trouver quelque chose qui n'existe pas, tu vois, nous sur l'accélérateur du numérique, on y reviendra peut-être après, mais c'est un programme de formation en ligne au digital, ouvert à tous, c'est gratuit. Et on a pas mal de petites vidéos. Et l'une d'elles, en fait, la plus regardée le mois dernier, et c'est aussi ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est comment trouver son idée pour monter une boîte. Ouais. Et donc effectivement, ça m'interpelle quand tu dis qu'il faut trouver quelque chose qui n'existe pas. Alors en fait, je me suis mal exprimé. C'est pas vraiment quelque chose qui n'existe pas, c'est apporter quelque chose à cette industrie. En fait, mon idée, c'était quoi ? C'est que vu que j'étais en bas de l'échelle, quand on ne nous attend pas, que tu n'as pas d'argent, que tu es tout seul, etc., si tu n'apportes pas vraiment quelque chose à cette industrie, personne ne va t'ouvrir la place, personne ne va te donner des fonds, etc. Donc c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est apporter quelque chose à cette industrie pour qu'on te donne ta chance. Sinon, il faut avoir beaucoup d'argent mais quand on part d'en bas, voilà. Quelque chose d'un peu plus personnel, une valeur ajoutée. Exactement. Et effectivement, c'est ce qu'on voit un petit peu aussi, et dans cette vidéo, on a fait l'appel à des experts, mais aussi dans les commentaires, des entrepreneurs qui se cherchent et qui viennent regarder cette formation. Et c'est beaucoup de dire, finalement, en fait, les idées, quand on cherche, on trouve des idées au quotidien. C'est des petites idées, mais si on les creuse, parfois elles deviennent grandes, etc. Je ne dis pas que c'est facile de trouver une idée, mais potentiellement, si on s'y acharne, on trouve des idées un petit peu de business. Mais que finalement, celle où on se dit, je vais apporter une vraie valeur, c'est peut-être celle où en fait, on a une vraie passion pour le sujet. Et c'est parce qu'on a cette passion personnelle qu'on va venir apporter un petit peu le petit plus qu'on va aller chercher en soi. Même si l'idée n'est pas révolutionnaire. Alors, mais en fait, le plus, ça va être la passion. Alors ça, moi de toute façon, j'ai toujours grandi avec la passion, mais à la fois, j'ai vu que ça m'a en quelque sorte porté un peu préjudice, parce que vu que je suivais uniquement à la base mon rêve de rider, je me suis lancé dans une petite industrie. Donc je me suis dit, justement, on a toujours tendance quand je vois autour de moi, les gens à rester dans leur zone de confort. Un mec qui était dans la télé, il va refaire de la télé. Un mec qui était dans l'informatique, il va faire... Et finalement, pour peu qu'on a été passionné ou qu'on a fait des études ou qu'on a grandi dans un milieu, si ce milieu n'a pas beaucoup de potentiel, on s'est mis en quelque sorte un boulet au pied pour le reste de sa vie. Alors, je ne suis pas en train de dire allez dans des trucs qui ne vous passionnent pas. Trouvez quand même quelque chose qui vous passionne à côté, bien évidemment. Mais osez sortir
du boulet de notre éducation et de notre parcours pour justement oser aller dans de nouvelles industries. Je vois mon exemple. Si j'étais resté dans les sports extrêmes, j'aurais travaillé le même nombre d'heures, le résultat n'aurait pas été du tout le même. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans par rapport en 6 ans aujourd'hui de télécom. Complètement d'accord. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ta formule magique. Il y a une palette très large de critères. Je pense qu'elle est hyper intéressante pour trouver une idée. Ce que je vois, c'est aussi que pour déclencher un petit peu l'envie d'aller s'engager dans l'idée, on voit que les gens soit effectivement se disent en fait j'aime bien ça, c'est pas forcément une passion dont j'ai fait un métier par le passé, mais c'est quelque chose dont j'ai envie, que j'ai envie de replacer dans mon quotidien. Et donc peut-être que les télécoms, c'était pas du tout ce dans quoi j'ai travaillé, mais cet aspect connecter les gens ou faciliter leur quotidien, en fait, c'est ce que j'ai envie d'apporter. Soit c'est un défi quotidien, un petit problème récurrent qui devient quasiment quelque chose de très embêtant au quotidien et qu'on a envie de régler et de se relever les manches pour le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant que sportif, tu as appris l'échec, tu as appris à te lancer. Je veux dire, tes sauts en roller, c'est hyper impressionnant. Je veux dire, te lancer dans l'inconnu, c'est quasiment quelque chose que tu as appris très jeune. Surtout du haut de la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Wow. Mais je me dis, tu vois, la plupart des gens qui hésitent à faire l'entrepreneuriat, ils n'ont pas appris à se jeter dans le vide comme ça ou pas aussi. Alors, c'est-ce qui déclenche ça. Tu as été vraiment très courageux finalement dans ta prise de décision. J'ai été courageux, mais j'ai aussi une petite formule par rapport à ça. Je vais vous dire, enfin, c'est pas une formule, mais justement, je vois autour de moi, et ça, c'est vraiment par rapport à notre éducation, soit de nos parents, soit de la société, les gens ont toujours peur, d'une façon générale. C'est-à-dire, quand je dis ils ont toujours peur, c'est que vous parlez autour de vous, vous voulez créer quelque chose, et ben votre entourage ou la société d'une façon générale va dire, mais tu sais, c'est pas facile, t'es tout seul, t'as pas d'argent, t'y connais rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières avant même de démarrer. Moi, je me suis rendu compte que l'échec est réel, mais la peur est une sensation. Et pour cause, la peur peut être très différente. Tu peux être au bord d'un précipice, toi tu peux avoir par exemple très peur ou au contraire pas peur du tout, et peut-être à l'inverse, moi j'ai très peur et pas peur. Donc c'est la peur c'est une jauge d'un sentiment. Oui, qui est très personnel. Oui, bien sûr. L'échec est réel. Et donc en fait, une fois qu'on a compris ça, que oui on va peut-être rater, on va fermer sa boîte, on va peut-être tout perdre, etc. Mais ça ne dépend que de la route que l'on fait au jour le jour pour y arriver. Donc en fait, j'ai exorcisé la peur de mon cerveau, donc je n'ai plus peur de rien. J'ai simplement une réelle conscience, je sais que je peux rater, je sais que je peux avoir un échec, mais je me concentre uniquement avec le rêve au loin de l'étoile que je veux suivre, qui me permet de lever le matin avec passion. Et tous les jours, je sais qu'il faut juste que je mette un pied devant l'autre, comme une machine. Le plus de pas que je mettrai, je me rapprocherai de ce rêve. Et je me casse pas la tête avec les peurs d'un futur hypothétique, parce que ce futur dépend que des pieds que je mets l'un devant l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est quand même une formule, parce que les gens, ils sont toujours en train d'imaginer quelque chose du futur qui ne dépend en réalité que ce qu'ils vont faire au jour le jour. Et d'exorciser ces parasites. Intéressant. Tu as connu beaucoup d'échecs d'entrepreneurs. Ouais, après, avec on-off, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, finalement, voilà, je suis près de l'échec. Ça a été compliqué. Ça a été très dur, parce que, en fait, au début, je n'arrivais pas à... En fait, pour construire un œuf, il fallait lever des millions d'euros. Les fonds d'investissement, au début, n'y croyaient pas une seconde. Donc et en tant qu'ancien sportif, tu étais crédible ? Est-ce que les gens t'écoutaient ? C'est sûr. Les gens rigolaient quand je leur disais que je voulais créer un opérateur. Mais réellement, ils rigolaient. C'était très dur. Et donc, les premières années, les fonds d'investissement ne me donnaient pas d'argent. Et donc, il fallait que je trouve tous les mois 250 000 euros quelque part pour payer les salaires. Puisque je perdais de l'argent pour fabriquer le produit et je ne pouvais pas vendre correctement tant que le produit n'était pas fabriqué. Et donc j'ai couru comme ça pendant, 4 ans, tous les mois. Alors je trouvais où je pouvais trouver. Parfois je m'asseyais à côté d'un mec dans l'avion, en 2 heures de vol, en écho, j'arrivais à le convaincre. Et voilà, il m'a donné 300 000 euros à la fin du vol. Génial. Comme ça, un jeune mec de l'île de la Réunion, Bruno, qui est investisseur chez moi maintenant. Génial. Et donc... Mais il fallait choisir sa bonne place dans l'avion aussi. C'était même pas ma place. Je me suis assis à une autre place. Cette histoire, elle est dingue. Et bref, non, du coup, ça a été très dur, parce que je suis arrivé dans une situation où j'avais 1 million d'euros de dette, la banque allait fermer le compte, je ne pouvais plus payer les loyers, donc c'était très, 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 très dur, et j'aurais pu tout perdre. Et si j'avais tout perdu, j'aurais automatiquement appris de ça,
Et la boîte d'après que j'aurais créée, j'aurais sûrement fait peut-être différemment.